Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est Nétique Presse, dernier numéro de la semaine. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous des aînés, des gourous, des encadreurs. Mais aujourd'hui, on va parler de la presse parce que ça jase de partout. La presse ne fait plus son travail, ne joue plus les vrais rôles. Mais ceux qui nous ont encadrés dans ces métiers, ceux qui ont plus d'expérience, mais aussi qui sont encore avec nous dans ces métiers, on va essayer d'analyser dans ce genre de crise quelle est la position de la presse, comment la presse doit se comporter. Et on va aussi essayer de faire quelques études comparatives avec d'autres nations qui ont connu le même problème que nous, les rôles qu'a joué la presse, et on pourra avoir un éclairage sur réellement les rôles que devait jouer la presse congolaise pendant cette période de crise politique, mais aussi sécuritaire, parce que nous sommes sans oublier que nous sommes à plus de 2 ans qu'une grande partie Nord Kivu, Sud Kivu est sous occupation de rebelles, FCM 23. Et que fait la presse? Côté Kinshasa, il y a une crise politique qui commence à s'installer petit à petit. Les institutions ne sont pas très fortes. Est-ce que la presse doit être toujours du côté de ceux qui dirigent, du côté des oppositions, société civile? Comment est-ce qu'il faut décréter ces justes milieux-là? Avec les deux gourous, on va en parler. À ma gauche, à votre droite, j'ai Bienvenu Bakoumanya, DG de ACP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, je suis heureux de me retrouver ici. Une première. Oui, pour une première participation et surtout que tu l'as bien, très bien dit, nous avons cheminé pendant un long moment ensemble dans l'éthique, dans l'autre format. On était toujours dans l'ombre et là, aujourd'hui, c'est comme si notre petit-fils a pris des galons et il a été au baptême. On l'a mis sous le front baptismaux et aujourd'hui, il est en train de courir. On est heureux. Merci beaucoup. Je rappelle que format papier, il était dans l'ombre. La plupart des papiers enquêtes étaient corrigés, mais aussi orientés par les gourous Bakoumanya. Merci d'être toujours là pour nous. Oui, c'est tout à fait normal. Merci. À ma droite, à votre gauche, je reçois pour vous. Ah, lui, c'est le tout-puissant. Il est partout dans tous les salons. William Kalengai, bienvenue, DG de Géopolis. Bienvenue. Bienvenue, Gauthier, de me recevoir. Première participation. Première participation et je suis honoré parce que je me disais, bon, je suis devenu presque invisible, Gauthier ne m'invite pas, mais quand même, c'est d'arriver. Je suis heureux surtout de trouver une véritable organisation. Merci. Parce que la presse, c'est ce que l'on voit, mais la presse, c'est ce que l'on sait. Et maintenant, je sais que ce que je voyais était réellement une organisation. Merci de m'inviter ici. Merci beaucoup d'avoir aussi répondu à mon invitation. Alors, crise politique et sécuritaire en RDC, quel est le rôle de la presse? On va en parler, mais avant d'aborder les sujets, on veut d'abord ici circonscrire les cadres. Bienvenue Bakoumanya. La République démocratique du Congo est-elle en crise politique et sécuritaire ou c'est seulement la crise sécuritaire? On est dans une crise sécuritaire. La crise politique est en train d'être créée artificiellement par certains acteurs. La crise est essentiellement sécuritaire parce que nous sommes face à une agression. C'est l'agression rwandaise et c'est une agression qui date de plus de 30 ans. On est aujourd'hui à plus ou moins 31 ans que cette agression dure, que cette agression s'est enracinée et cette agression est devenue pratiquement une institution de la République démocratique du Congo. Et pour déraciner cette institution qu'est l'agression rwandaise, l'agression étrangère, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi d'autres pays qui ont agressé la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Mais le Rwanda, c'est le plus visible de tous. Dans cette agression, donc, qui est devenue pratiquement l'une des institutions de la République démocratique du Congo, il y a malheureusement des Congolais qui offrent leurs services. Qui offrent leurs services au Rwanda pour des raisons parfois difficiles à expliquer, que des gens se mettent au service d'une puissance étrangère pour combattre leur propre pays sous couvert d'une crise politique. Alors, on fait tout pour que la crise soit politique, ainsi on protège le Rwanda. Et ça, c'est le côté le plus dangereux de l'affaire, c'est de vouloir congoliser la crise sécuritaire, qui est une crise d'agression, en faisant en sorte que cette crise se transforme en crise politique, c'est-à-dire une affaire congolo-congolaise. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. On n'est pas face à une affaire, une crise congolo-congolaise. On est face à une crise d'agression
Et cette crise d'agression, comme je l'avais dit, remonte à plus de 30. C'est depuis 1994 que le pays, que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo avec l'avènement de Paul Kagame au pouvoir, parce qu'il a pris le pouvoir depuis cette période-là. Et le régime qui est à Kigali, dans sa stratégie d'expansion, dans sa stratégie de recherche de terres, dans sa stratégie aussi de rechercher absolument à avoir la tutelle de Kinshasa, et se permet tout. Et aujourd'hui, bon, malheureusement pour Kigali, le président Tshisekedi a mis les bouchées doubles. Il a eu cette inspiration de mettre d'abord fin à la tutelle rwandaise. Et ça, c'est pas facile, c'est pas aisé. Merci beaucoup. Alors, Willy Kalengai, confusion autour de cette crise. Pour certains, la crise artificielle et politique, elle est artificielle. Nous sommes dans une crise sécuritaire. Venez de le dire, votre co-débatteur aussi. Je crois que il faut bien préciser les choses et le DG bienvenu a raison. Mais pourquoi il n'y a pas de crise politique? Parce qu'il faut toujours aller argument par argument. Très bien. Il n'y a pas de crise politique parce que nous sommes au 3e cycle électoral. Quand est-ce qu'il y a crise politique? C'est quand les conditions d'accès, de conservation et de transmission de pouvoir sont compromises. C'est qu'à ce moment-là qu'il y a une crise politique. La crise politique est une crise de souveraineté, une crise de la gestion du pouvoir. Est-ce que les Congolais ont-ils organisé leur capacité d'accéder au pouvoir? Oui. À partir de 2003, nous avons connu ce que nous avons appelé les pactes républicains. Les Congolais avaient dit, désormais, personne ne peut accéder au pouvoir par les armes. Et que l'accès au pouvoir sera essentiellement par les élections. Et nous sommes au 3e cycle électoral. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a crise politique parce que les conditions pour arriver au pouvoir sont connues. Néanmoins, il y a autre chose, c'est que ça signifie qu'on peut reconnaître des difficultés de gouvernance. Parce que, au-delà des institutions, il y a le comportement des êtres humains. Il y a le comportement des individus. Des animateurs des institutions. Très bien. Qui peuvent être portés par des antivaleurs et qui peuvent se découvrir du jour au lendemain des mauvais gouvernants, détournant des ressources du pays, assassinant, etc. Ça, c'est du côté éthique, du côté comportemental. On ne peut pas parler de crise de gouvernance et la transformer en crise politique. Les institutions sont en place, elles fonctionnent, elles sont censées résoudre les questions politiques. Alors, il est vrai aussi qu'il y a une crise, mais celle-là, elle est plus profonde. Nous avons une crise d'existence en tant qu'État. Notre État a été menacé dans son existence dès lors que l'indépendance s'est déroulée dans les conditions que vous connaissez. Dès lors que le monde a découvert que le Congo, c'était un réservoir immense des ressources, nous n'avons jamais été en paix. Et moi, je peux appeler ça une forme de... C'est pas une crise politique, mais c'est une crise de souveraineté. Donc, les Congolais sont toujours battus pour défendre leur capacité à gérer leur propre destin. C'est cela la crise profonde qui date d'une trentaine d'années. Pourquoi les voisins s'invitent à la gestion du pays? Pourquoi les Occidentaux s'invitent à la gestion du pays? Pourquoi les Chinois s'invitent? Parce que nous avons, depuis lors, nous nous battons comme nation de préserver notre capacité de souveraineté. Pouvons-nous gérer ce pays en toute souveraineté? Les Congolais disent oui, et l'ensemble de certains acteurs disent non. Cette crise-là, elle existe, c'est comme ça qu'elle fonde les différents accords dont nous parlerons, je suppose. Très bien. Merci beaucoup. Donc, nous sommes d'accord sur ces plateaux que la crise, elle est sécuritaire et non politique. Essentiellement. Alors, maintenant, dans le contexte actuel d'une crise sécuritaire, bienvenue Bakoumania, quel est le rôle principal que doit jouer la presse? Écoutez, moi j'ai toujours pensé que la presse doit rester ce courroie qui remonte les faits, qui rapporte les faits. Pour moi, une presse qui n'est pas factuelle, qui n'est pas essentiellement factuelle, c'est une presse qui n'est pas responsable et c'est une presse qui est vouée à être considérée comme dévoyée. C'est malheureusement, lorsqu'on observe 90% des médias congolais, on donne beaucoup plus d'importance
à des interprétations. Je ne voudrais pas parler d'analyse, hein, à des interprétations. On donne beaucoup plus d'importance à ce qui n'est pas essentiel pour la survie de la nation, même de la survie de notre communauté, la communauté nationale. On ne donne pas de l'importance à ce qui peut porter le pays plus haut. Malheureusement, c'est la majorité, et malheureusement, c'est l'impression que j'ai, c'est ce que le Congolais aime. C'est malheureusement ça la réalité. La majorité des Congolais aiment ça, et une partie de ceux qui cherchent à faire bien les choses, par exemple, là, on est en éthique, on fait une émission sérieuse, hein, les Congolais n'ont pas tendance à aimer ça. Mais pour autant, on ne peut pas se fatiguer. Alors, ceux qui font des choses sérieusement, il est temps pour eux, hein, de s'imposer comme acteur majeur, comme acteur déterminant dans cette crise et dans la crise sécuritaire. Et c'est comme ça que la presse responsable, et c'est la presse qui tient compte des problèmes de gouvernance. Willy l'a soulevé avec à propos, les problèmes de gouvernance qui sont réels. Il faut que la presse puisse regarder, et quand je dis la presse regarder, c'est-à-dire enquêter et rapporter le fait sur des problèmes de gouvernance. Ici, il n'y a pas seulement les détournements, il y a même des problèmes d'affectation des ressources. Aujourd'hui, on en a un peu plus. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ces ressources sont affectées sur des projets utiles, sur des projets qui peuvent porter le progrès du pays, sur des projets qui peuvent porter le développement? Ce sont des questions que la presse devrait poser, mettre sur la table pour dire que telle affectation n'était pas bonne, des problèmes de gouvernance se posent dans tel secteur. Et je pense que ça, si on fait ça, on est dans du factuel. Hein, même quand on mène la guerre, est-ce que les affectations qui sont faites pour mener la guerre sont les meilleures? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux? C'est le travail de la presse. Très bien. Alors, Willy Kalingay, les rôles de la presse dans cette crise sécuritaire que vit la RDC. Nous faisons une émission à vocation pédagogique. Et nous parlons, parce que cette question a été déjà traitée, nous avons fait plusieurs séminaires, nous avons fait plusieurs réunions pour pouvoir déterminer quelles sont les perspectives de cette presse. Alors, je vous fais une restitution de ce qui paraît être aujourd'hui, à titre indicatif, le rôle que la presse va jouer dans une période de crise. Nous avons à peu près 7 rôles, 7 fonctions. Je vais les énumérer rapidement parce qu'il faut toujours dire des choses pour qu'elles soient très bien perçues. Le rôle de la presse, il a dit, c'est informer sans alimenter la guerre. Donc, c'est d'abord la première des choses. Vous êtes dans un pays en guerre, vous informez, mais vous n'alimentez pas la guerre. Premier élément. Vous allez me demander pourquoi, mais laissez-moi d'abord... Allez-y, non, je vais vous relancer voilà. après. Donc, informer sans alimenter la guerre, défendre l'intérêt national sans renoncer à l'indépendance. Parce que la presse n'a son rôle, ne joue son rôle que parce qu'elle est indépendante. Mais elle doit défendre l'intérêt national sans renoncer à l'indépendance. Troisième rôle, la presse doit combattre la désinformation. Parce qu'elle est aussi une arme de déstabilisation de la nation. La presse doit donner la parole aux populations. Nous devons faire parler la population. Parce que cette population-là, elle est non seulement victime de cette guerre, mais elle subit les affres de la guerre et elle a droit à la parole. Il faut lui donner la parole. Il faut, alors, c'est un peu plus profondément, comme a dit tout à l'heure notre ami Bakoumania, éclairer les enjeux plutôt que d'enrichir, nourrir les passions. Vous voyez, il y a des enjeux dans le pays. Si la presse nourrit les passions, elle divise. Ouais. Elle doit éclairer les enjeux. Vous savez que certaines choses, vous pouvez les dire d'une certaine manière et ne pas alimenter les passions parce que la guerre, elle produit un certain nombre de choses. Et il faut préserver la cohésion nationale. Vous ne pouvez pas être en guerre et vous vous divisez entre vous. Vous stigmatisez des communautés, vous stigmatisez des attitudes. Et vous mettez en jeu la cohésion nationale, et puis elle doit aussi surveiller le pouvoir. Très bien. 7 points, mais il y a un point où nous sommes restés dans les flous. Ne pas alimenter la guerre. Ne pas alimenter la guerre. C'est-à-dire quoi? Alimenter la passion, les passions. Non, alimenter la guerre d'abord. Vous avez informé sans alimenter la guerre.
Qu'est-ce que la guerre aujourd'hui? Regardez l'espace de cette guerre. Ne tombez pas dans les communiqués de ces sacs de ne pas commenter sur ce qui se passe à Non, l'Est. n'alimentez pas la guerre. Qu'est-ce que ça signifie alimenter la guerre? Oui. Pour que la guerre survive, pour que la guerre continue, qu'est-ce que nous faisons? Nous alimentons les incubateurs de la haine et de la désinformation. Les gens, vous êtes journaliste, vous êtes allé faire un reportage, qu'est-ce que vous faites? Vous ne montrez pas les images des morts. Vous savez que c'est interdit. Ce n'est pas Vous ne professionnel. montrez pas les images des morts. On peut Vous flouer, on peut illustrer flouer. tout simplement. Alors, vous ne montrez pas les images des familles des militaires, par exemple. Vous n'allez pas... En réalité, si vous montrez les images des morts, ça signifie quoi? Ça signifie que ceux-là qui sont de l'autre côté vont ressentir le besoin de se venger. Et la vengeance a toujours été, d'une certaine manière, une tactique qui ne mène pas la paix. Je ne dis pas que je suis pacifiste. Je dis qu'on défend la nation. Mais quand on est journaliste, qu'on est témoin des affres de la guerre, eh bien, on donne l'information sans en alimenter les contenus de passion et de la haine. Les journalistes aujourd'hui, ils ne peuvent pas aujourd'hui commencer à donner des informations stratégiques de la défense. Vous savez que, bon, les gouvernements, par exemple, je nous dis ça comme ça, étant à louer une maison quelque part, on est en train de fabriquer des drones. Hein, vous avez vu ça. Bon, vous venez à la télévision. Non, j'ai un scoop. Sous l'avenue Rwakading, au numéro 14, il y a une maison là-bas où le gouvernement fabrique des drones. Vous êtes en train d'alimenter la guerre. Ça veut dire que vous avez situé votre gouvernement comme une cible. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les ennemis vont venir dans cette maison et vous mettront une bombe. C'est cela que nous disons. Il y a des informations qui peuvent être utilisées par l'adversaire pour réduire la force de votre propre nation. Ne donnez pas ces infos. Très bien, le message est passé. Mais pour une certaine opinion, bienvenue Bakoumania, cette presse au Congo n'existe presque pas de subventions. Elle n'est pas sécurisée, on se débrouille avec les faibles moyens. Mais on la demande quand même trop quand il s'agit des problèmes de souveraineté, des problèmes de guerre. Qui dites-vous à cette opinion? Mais cette presse doit demeurer indépendante. Elle est indépendante. Déjà, elle n'est pas subventionnée. Déjà, la subvention, lorsqu'on a la notion de la subvention telle que compris ici en RDC, c'est un peu la question des conditionnements. Alors, moi, j'estime qu'il faut éviter à la presse congolaise ce conditionnement, parce que ce conditionnement ne va pas permettre à cette presse d'exercer avec autant de liberté comme actuellement. Parfois, on est dans l'autoflagellation, alors que nous sommes dans une position, si nous regardons dans la région ici, la sous-région des Grands Lacs, nous sommes des champions en matière de liberté de la presse. Nous sommes des champions. Allez au Rwanda, est-ce qu'on peut avoir une émission avec un ton aussi libertaire comme on l'était ici? Vous le ferez pas. Il y a quand même aussi autant de répression, ça il faut pas l'ignorer. Bon, moi je n'entrerai pas dans cette logique-là de répression s'il n'y en aurait pas de répression ici au pays. Et ça existe. Quand les gens, et là, les dérapages et les délits sont faits pour que ça soit réprimé, et les dérapages et les délits, si on devrait réprimer, mais c'est chaque jour que j'aide aurait du travail. Parce que c'est chaque jour qu'il y a des délits de presse qui se commettent dans ce pays. Quand on regarde ce qui est proposé à la population en ligne, les titres, tout comme des reportages, ben, parfois on se pose la question de savoir si on est face à des journalistes ou on est face à autre chose. Donc c'est dire que on exagère un peu trop du côté de considérer que la presse congolaise, c'est la jungle. Hein, la presse congolaise, c'est la quantité négligeable parce qu'elle est pauvre, elle serait pauvre. Hein, elle est pauvre. J'ai dit qu'elle serait pauvre. Mais lorsque je vois on dépend des gestionnaires, à ce moment-là, on a des mains liées. Mais écoutez, la presse ne peut être prospère que quand l'économie marche aussi. Exactement. Bon, l'économie, elle est ce qu'elle est. Nous sommes en train de revenir petit à petit. Les produits intérieurs, où le PIB du pays est aujourd'hui à 123 milliards de dollars américains. On espère que dans les jours à venir, ça va permettre que des investisseurs arrivent. Vous n'allez pas vivre seulement en étant accroché au gouvernement. Le gouvernement ne peut pas, les trésors publics ne peuvent pas prendre en charge tout. Les médias à l'époque,
les médias étaient prospères parce qu'il y avait beaucoup d'opérateurs économiques. Bon, avec l'arrivée des Américains, espérons on va commencer à communiquer. Nous, on a organisé dernièrement un forum avec les Chinois pour leur expliquer que vous devez communiquer avec la presse congolaise. Et ils le font depuis un temps. On constate que des articles, des vidéos passent à travers les médias congolais. C'est pour dire que cette question de pauvreté, c'est aussi... lié à l'économie du pays. Non seulement lié à l'économie, c'est aussi notre irresponsabilité en tant que presse. Pourquoi est-ce que moi j'irais travailler dans un média qui ne me paye pas? Mais quand ces médias n'ont pas d'annonceurs, Ben, il n'y a pas de publicité. Pourquoi est-ce que quelqu'un créerait un média quand il n'a pas de moyens? La passion nous exige, mais après... Non, la passion, c'est... On a un problème La passion, fonctionnement. c'est de se mettre ensemble, de créer des regroupements, des éditeurs qui se mettent ensemble pour créer des médias fiables. Mais quand les médias, vous créez un média mallette, comment voulez-vous que vous puissiez être considéré comme média et respecté? C'est tout à fait normal. Et attendre de l'État que l'État fasse de vous, que vous fasse quitter des médias mallettes à un média entreprise. Mais on ne sent pas l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État, on exige trop à cette presse, mais quand il faut l'accompagner, l'État est presque absent. Non, l'État a mis le cadre. La loi Mouyaya. C'est un cadre qui organise... Qui souffre même d'exécution. Qui organise la profession. Il y a eu des états généraux financés par l'État congolais. Les conclusions, juste là. Oui, il y a eu des... je suis en train de démontrer que l'État fait sa part. Et qu'est-ce que nous on fait? Nous avons notre UNPC. Est-ce qu'elle fait bien le travail? C'est aux médias, c'est aux journalistes de dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Nous avons nos organisations. On a même tué leurs mecs. Nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire que le mec doit survivre, etc. Personne. On a tous subi et on a laissé faire. Donc nous avons notre part des responsabilités. Et il y a même aussi l'accès aux médias, l'accès à la profession. Comment il est organisé? Comment est-ce que nous-mêmes là, nous qui considérons que nous vivons essentiellement de ça, comment est-ce qu'on a laissé des mercenaires nous envahir? Et nous acceptons que les mercenaires puissent prendre les dessus sur ceux qui ont été, ils ont usé leur culotte pendant 5 années à l'université, ils ont fait des stages professionnels pour avoir la qualité. Et comme ça, des quidam peuvent atterrir et prendre les dessus. C'est nous-mêmes aussi qui nous fragilisons. Il y a un peu de tout ça. Il ne faut pas toujours jeter... Donc la responsabilité partagée. La responsabilité, n'est pas les seuls responsables. La responsabilité est plus du côté des professionnels des médias eux-mêmes. Eux-mêmes ont caporalisé leur profession. Eux-mêmes se sont laissés entraîner dans une tendance où chaque politique pouvait avoir son média, alors que des grands professionnels pouvaient se mettre ensemble et créer des médias forts. C'est possible. Ils n'ont pas de moyens, il faut courir derrière ces politiques. Eh bien, on reste non, liés. Il ne faut plus courir derrière les politiques. Il y a moyen d'imposer aux politiques de courir derrière les journalistes. Très bien. Bienvenue, et plutôt Willy Kalengai. Une certaine opinion estime que l'État délaisse cette presse, mais quand il s'agit maintenant d'une crise XY, c'est à ce moment-là qu'on interpelle la presse de se mettre du côté de l'État pour les soutenir. Est-ce que cette faiblesse n'est pas aussi due à cet abandon de l'État congolais? Il faut dire que c'est un problème sérieux. Il faut passer rapidement, mais même si on n'a pas beaucoup de temps, c'est un problème vraiment sérieux. C'est un problème d'ailleurs que notre génération a difficile à systématiser, à modéliser. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce que l'État n'a pas fait? L'État congolais n'a pas créé ce qu'on peut appeler l'économie des médias, l'économie de la presse. Je vais vous donner un exemple très rapide. Si vous êtes importateur, vous voulez faire votre Yango, prenons Yango, j'ai un peu d'argent, je vais importer de Dubaï un petit véhicule qui va aider ma famille à faire Yango. Je me contenterai d'importer un véhicule. Mais je ne veux pas construire la route sur laquelle le véhicule va rouler. Cette route doit exister préalablement à mon véhicule. Exactement. Parce que l'État, sachant qu'il y a une activité de transport, l'État construit des routes de manière à ce que ceux qui ont des moyens pour faire le transport
vont utiliser ces routes-là. Donc, c'est une économie que l'on Et en crée. contrepartie, ils vont payer des taxes, Voilà, tout ça, donc, des péages. donc l'État, sachant que du côté des routes, je peux gagner de l'argent, j'ai fait des routes, parce que ceux qui vont utiliser les routes peuvent payer les péages. Voilà, gagnant-gagnant. Voilà. Maintenant, du côté de la presse, l'économie du média n'a pas été créée. Quand vous regardez bien, les médias ne sont pas l'expression, comme il a dit, d'une activité économique. Les gens n'investissent pas dans le média. Quand je parle dans les médias, je ne parle pas des organes de presse. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous sommes dans cette maison, nous avons des caméras. Où est l'usine qui fabrique dans ce pays ici les caméras? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand j'ai fait mon papier journaliste, papier de journal, où est l'usine qui fabrique les papiers journalistes? Il n'y en a pas. Il n'y a donc pas, dans les préalables à l'exercice de notre métier, des investisseurs. Quelqu'un peut dire, moi je suis un investisseur, je veux gagner l'argent dans l'activité des médias, alors je prends les bois de l'Équateur, je viens avec ici à Kingabwa, je fabrique des papiers journal. Et ces papiers journal, il y a un marché. Les journalistes peuvent prendre ces papiers et faire des journaux d'1 million d'exemplaires. Nous sommes en Ouganda, nous sommes au Kenya, il y a des journaux qui font 1 million d'exemplaires. Et si vous voyez, donc l'État n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu les moyens, n'a pas eu surtout la pensée stratégique d'investir dans l'économie des médias. Les médias ont existé, et il a très bien dit, comme une excroissance de l'action politique. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas la rentabilité, l'étude de faisabilité qui mettait en place un média, c'est la volonté d'exister politiquement qui a fait que beaucoup de médias sont nés dans cette optique-là. Rappelez-vous, Salongo et Lima étaient des médias subventionnés. Mobutu avait dit que l'année parti État, nous avons 2 médias subventionnés presse écrite. Un média, c'était la ZAP, où il est aujourd'hui les successeurs, et puis un autre média, c'était la Voix du Zaïre. Et ces 4 médias émargés au budget de l'État. C'est comme ça que ces médias étaient conditionnés. Maintenant, aujourd'hui, nous ne demandons pas que l'État nous prenne en charge. Nous demandons que l'État investisse dans le secteur des médias, en créant l'infrastructure de base. Il n'y a pas de... Où est l'usine, où est le magasin qui peut nous vendre des studios? Si vous voulez faire un studio, vous devez vous battre. Il n'y a pas de magasin. Il faut prendre l'avion. L'avion, il faut prendre l'avion. Toute activité de production médiatique dans le pays exige un voyage à l'étranger. Le fait qu'il n'y a pas un ancrage local de l'activité médiatique dans les préalables fait que la presse est fondamentalement une presse coûteuse, pauvre et totalement dépourvue. Il y a 20 ans presque, on a discuté avec le gouvernement pour voir comment on allait aider. Le gouvernement avait décidé de mettre en place 2 millions de dollars dans le budget. Pourquoi ça n'a pas marché? Et il a raison, c'est nous-mêmes, nous sommes désorganisés. Donc il était question qu'on prenne cet argent, qu'on l'investisse 5 ans après, ça faisait 10 millions. On investissait non seulement dans la messagerie, on mettait en place une régie publicitaire, on demandait à l'État d'obliger l'ensemble des entreprises qu'il y a ici de prendre leur budget publicitaire et de donner à la régie. La régie, maintenant, elle a les moyens, elle a les communiqués, elle a tous les contenus. C'est cette régie va aller maintenant stimuler les médias, ceux qui sont les meilleurs, ceux qui sont suivis, ceux qui ont de l'audimat. La publicité est là. En France, les journalistes ne courent pas de la publicité. La régie publicitaire vient, TF1, venez, vous avez tel budget pour telle publicité. Il n'y a pas de régie publicitaire. Ce qui fait que l'organe de presse est malheureusement voué à la dictature d'un opérateur économique qui paye ce qu'il veut au prix qu'il veut. Des fois, opérateur politique. Ça, c'est même le cancer. Ça signifie que, à partir du moment où je vous ai dit que la presse existe comme une excroissance de l'action politique, bon, l'homme politique ne finance pas la presse. Il finance son activité médiatisée. Ouais, c'est son activité qui est médiatisée qu'il finance. Bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont besoin de moyens pour exister sur le plan médiatique. Alors, la presse, évidemment, nous avons discuté, lui, il est au courant. Il était là quand nous avons posé la question, plusieurs fois même au chef de l'État. Ouais. Et je pense que les collaborateurs du chef de l'État doivent
au moins faire un effort pour lui expliquer la version que nous venons de développer. Parce que pour les chefs, il n'est pas question d'acheter la presse. Il ne peut pas venir, donc voilà, je donne à Willy Kalinga $1 million. Non, c'est pas ça. Nous avons besoin d'une presse indépendante. L'indépendance vient de deux choses. L'indépendance vient des moyens de production et de la ligne éditoriale. Alors, Willy Kalinga, ce cadre qui n'est pas favorable, ce cadre économique pour permettre à la presse de décoller, n'est pas aussi à la base de la qualité de la production de cette presse? Non. C'est la conséquence logique. La non? crise ne peut pas être une explication à la médiocrité. La crise n'est pas un prétexte à la médiocrité. Dans le meilleur des mondes, ce qui guide la profession, ce qui guide les professionnels, ce n'est pas les conditions de travail, c'est la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est cet argument qui vous permet d'appliquer votre métier avec les moyens que vous avez. Aujourd'hui, on demande aux journalistes de se mobiliser, non? Même s'ils n'ont pas de moyens. Mais on demande aux infirmiers, on demande aux médecins, on demande aux professeurs, on demande aux enseignants. Dans un pays en crise, tous les métiers sont mobilisés. Alors, ne pensons pas que nous sommes les premiers, les seuls à qui on demande de faire un effort supplémentaire. Ces enseignants-là qui vont enseigner sans être payés, ces infirmiers qui sont aujourd'hui au front de la santé, la qualité de la presse a baissé parce que la conscience professionnelle a disparu. Et la conscience professionnelle, ça se nourrit, ça se cultive, ça se mesure. Aujourd'hui, les journalistes, malheureusement, nous avons reculé sur cette base-là. Nous estimons que la facilité, c'est ça même la clé du succès, n'est-ce pas? Bon, c'est facile de se mettre au service de quelqu'un. Merci beaucoup. Bienvenue Bakoumaya, on parle de la presse, mais à un moment, cette presse indépendante qu'on veut, on a vu dans ces pays un communiqué venant d'une structure de régulation disant non, que personne ne commande sur les questions des fonds à l'Est. Les seuls qui peuvent communiquer, ce sont des voix officielles. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de fragiliser cette presse? Je pense que le contexte était très clair à cette époque. On l'a dit, on l'a épinglé ici, hein, que la presse n'a pas de moyens. Aujourd'hui, quelle est cette presse qui s'est déplacée jusqu'à Goma pour enquêter sur les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes congolais pour faire la guerre? Je crois qu'à part la RTNC, qui en a... Et la CP peut-être la CP parce qu'elle est déjà présente. Ce sont des gens qu'on n'a pas à déplacer. Ils sont là-bas. Hein, ils font remonter des choses. Mais la presse, normalement, même dans les cas de la CP, on devait avoir des équipes qui descendent sur le terrain pour voir comment la guerre se mène, comment nos militaires se démènent sur les différents fronts. On ne le fait pas, faute de moyens. Faute de moyens. Mais est-ce que pour autant, parce qu'on n'a pas de moyens, on doit commencer à raconter ce qui se passe au fond sans avoir été au fond? C'est ça le problème. Hein? Et c'est ça le contexte dans lequel a été pondu, parce qu'il y avait des gens qui expliquaient ici comment la guerre se passe dans l'Est sans avoir été dans l'Est. Et au début, je vous disais, c'est parce qu'on a quitté le factuel. Hein, on est plus dans les interprétations, pas même dans l'analyse. On est dans les interprétations de certains faits. Et parfois, ce que nous pensons être la réalité, nous pensons qu'il faut en faire une information. Hein, parfois, moi, je suis parfois sidéré hein, quand je vois un journaliste se faire lui-même une source d'une information que lui n'a pas trouvée. C'est fréquent maintenant aujourd'hui. C'est même courant. C'est même très catastrophique. Oui. Je nous pose une question par exemple aux journalistes ici. Nous sommes en train de vivre l'histoire d'Angola, etc. Le bateau dont on a parlé, le bateau est venu d'où? Le bateau est venu d'où? Vous voyez, le matin déjà, moi j'ai suivi le ministre de la Santé. Il disait le bateau là est venu de la Mongala. Le bateau n'est jamais venu de Kisangani. C'était le matin, moi je suivais ça. Mais le soir, quand j'ai suivi les journaux télévisés de nos différentes chaînes et tout ça, tous presque sont revenus sur un bateau venu de Kisangani. Nous sommes quoi? Avec l'implication que ça donne, un bateau venu de Kisangani. Et un autre journal est allé plus loin, en disant que déjà ici,
le bateau est arrivé à Kinshasa, au beach, et 250 personnes contaminées sont dans la ville. Des informations. C'est grave. Très bien. Voilà, Willy vient de mettre de l'eau à mon moulin pour dire que nous sommes responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive. Et de certaines restrictions que... Notre responsabilité est immense dans la catastrophe dans laquelle se retrouve la profession. Nous avons développé nous-mêmes des stratégies pour nous auto-assassiner comme profession. Et c'est très pénible de le dire, mais on ne peut pas dire que dans tout ça, il n'y a pas des îlots qui émergent. Il y a quand même des gens qui respectent les règles quand il n'a pas été sur le terrain. Si c'est Top Congo qui a donné l'information, si c'est Géopolis qui a donné l'information, nous à l'ACP, on n'a pas de honte. Quand c'est une interview de Géopolis, vous citez la source. Nous citons Géopolis sans honte. Très bien. Ouais, sans honte. Et c'est ce que nous demandent les règles d'éthique et de déontologie. Oui, on n'a pas à aller loin. Il faut juste respecter les règles d'éthique et de déontologie. Les règles de l'éthique et de déontologie n'a plus besoin de la régulation, même de l'autorégulation. Parce que ces règles-là, c'est ça même le véhicule de l'autorégulation personnelle. Parce que quand vous voyez les CESAC prendre la parole, l'INPC avec commission de discipline et tout ça, c'est parce que nous avons renoncé à ces règles. Les règles sont claires et précises. Le journaliste privilégie les faits. Des faits. Dans le mot fait, il y a faire. Il y a l'action personnelle pour aller collecter, traiter, être convaincu de ce que l'on est en train de dire. D'autre côté, vous avez les commentaires. D'ailleurs, même le commentaire, il doit être lié au fait. Au fait. Ce n'est pas la gesticulation personnelle, ce n'est pas les incantations, ce ne sont pas nos désirs inavoués, c'est pas, vous voyez, mais il y a certaines vérités aussi qui font mal et certains gestionnaires ne veulent pas écouter parce que dans les principales fonctions de la presse, il y a aussi agir comme le contre-pouvoir. Je l'ai dit. Maintenant, même la dénonciation est un art. Même la dénonciation est un art. Parce que, quel que soit nous sommes dans ce qu'on appelle l'espace public. Les Grecs appellent ça l'agora, l'espace public. Dans l'espace public, c'est joue les réputations, l'honneur et la dignité des gens. Alors, quand vous êtes journaliste, vous pouvez dénoncer n'importe qui. Mais en protégeant son honneur et sa dignité. Pourquoi? Parce que l'honneur et la dignité sont liés aux droits de l'homme. Les droits de l'homme existent quelles que soient les actions des hommes. Vous comprenez? Quelles que soient les actions d'un homme, même s'il a tué 1000 personnes, vous devez protéger sa dignité d'homme. Parce que personne ici n'a fabriqué un homme. Vous voyez? Donc l'état d'être un être humain, c'est un don de la nature, c'est un don de Dieu. Alors, même, je termine, la dénonciation existe. Vous ne pouvez pas dénoncer. Elle fait souvent mal. Elle doit on faire est derrière mal. Les barreaux. Il n'y a pas de problème. Gauthier, c'est un spécialiste de la dénonciation. Donc, parfois, moi, je me dis, mais ce gars-là est encore, je l'appelle encore en liberté. Ça va bien, ça marche. Il faut respecter les règles des jeux. On dénonce avec fait, on dénonce avec preuve. Mais on dénonce en mettant les précautions nécessaires. Parce que là où les actes sont posés, mettons les actes de détournement, vous n'étiez pas là. Aucun journaliste n'était présent. S'il est présent là où on détourne, il est complice. Oui. Mais s'il n'était pas là, c'est qu'il a fait une investigation. Les preuves qu'il possède doivent attendre les contradictoires. Et s'il n'a pas pu produire les contradictoires, alors il met des hypothèses de conditionnalité. Ce que je dis ici, nonobstant le fait qu'il peut venir dire le contraire. On a dénoncé des gens ici, ils ont été même transférés en justice et tout ça, sans qu'ils se sentent humiliés. Le problème, c'est que les journalistes, parfois, nous nous transformons en juge moral. Nous pensons être porteurs d'une vérité absolue. Nous devenons des dieux pour les politiques qui sont en train de gérer. On est devant la caméra. C'est pas bon, c'est pas sérieux. Donc nous pensons à juger leur action.
encore que même l'État lui-même a pris les précautions pour se donner des organes pour pouvoir juger de la gestion. Vous voyez, même l'État lui-même a pris les précautions parce qu'il faut protéger. Il faut protéger les gens qui travaillent pour l'État. Mais tu sais, je voulais juste commenter parce que on a insisté sur le fait. La règle voudrait même que les journalistes prennent des distances par rapport aux faits. Voilà, on va très loin jusqu'à demander aux journalistes prenez des distances. Lorsque vous présentez des faits, vous devez prendre des distances. Ne vous sentez pas directement concerné par les faits. Pas d'émotion, pas d'implication personnelle. Vous voyez, c'est vraiment de la discipline. C'est un métier, c'est un métier noble. Mais malgré ça, ces gens-là ne nous laissent pas tranquilles. Vous restez dans les faits avec des preuves, mais bon. Après. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai suivi un reportage d'une chaîne. Moi-même, j'ai appelé le journaliste directement parce que c'était trop fort. Le reportage commençait, donc c'était l'assassinat de quelqu'un. Hein, bon. La dame là qui faisait le reportage commence. Aïe, aïe, le début du reportage. Aïe, 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 c'est très grave. Lui-même déjà, il non, c'est très grave. Ce n'est pas possible. Cette affaire ne peut pas... Ça, c'est très grave. Maintenant, elle commence à donner... Mais il y a aussi la responsabilité de ceux qu'on dénonce. Il est impliqué, il sait que ce qu'on dit, c'est vrai, les gens, c'est dans la vérité, mais parce qu'ils peuvent manipuler la justice, ils peuvent manipuler les structures des journalistes, bref, ils se mettent derrière pour combattre. Mais vous savez, dans cette situation, il est parfois difficile d'être juge et parti pour nous journalistes. C'est parce que nous allons très loin, même dans la présentation de faits, parce que souvent, nous pensons être acteurs des faits que nous présentons. Nous nous considérons comme acteurs, alors que nous sommes des intermédiaires, des observateurs. Nous livrons ce que nous avons eu comme information. Et souvent, même quand on parle des investigations, Willy vient de l'évoquer. Est-ce que nous menons des investigations dans le respect des règles de l'investigation? C'est ça aussi le vrai problème. Et est-ce que dans les investigations, dans ce que nous présentons comme dénonciation, est-ce que nous tenons compte de la protection de la dignité de l'autre? Est-ce que nous lui accordons la parole, même l'équilibre? Souvent, quand on suit les différentes dénonciations qui sont faites, c'est à charge. Et à charge, je dirais même c'est à surcharge. Parce que l'autre n'a pas la possibilité de se défendre. Et même quand il se défend, on fait une note de la rédaction, etc. Il est plus grave que ça. Mais si on est sûr de ce qu'on dit. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Il n'y a pas de vérité absolue. Le problème, c'est que la vérité est établie par la justice. Vous voyez, la production de la vérité, c'est par la justice. Il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Vous savez, dans notre métier ici, nous avons déjà écrit des papiers, mais on se rend compte que la source n'était pas fiable. Même si c'est une source crédible, on se rend compte qu'on a écrit un papier qui avait des problèmes. Nous ne pouvons pas présager. Je vous ai dit, le journaliste doit éviter d'être un absolutiste. Les faits, c'est les témoignages des yeux, des oreilles et des sens. Vous voyez, des sens. Mais l'autre regard est un regard ciblé. Nous avons des œillères. Nous avons une fragmentation du regard. Ce que nous regardons aujourd'hui, c'est peut-être une partie d'une grande réalité. Vous savez, quand on était... je fais un jour un reportage. J'ai fait un reportage qui était très bien. Je suis revenu avec à la rédaction. J'étais sûr... Et puis le lendemain matin, le journal est sorti. Mon reportage n'était pas là. J'ai beaucoup souffert. J'étais vraiment malheureux. C'est pas possible. C'était quoi? C'était qu'un médecin à l'université de Kinshasa. Lui, c'est un chirurgien. On a amené l'enfant d'un agent de l'université, un bébé. On l'amène en pédiatrie. On se rend compte que cet enfant-là a des problèmes de sang. Il faut qu'on puisse le transfuser. Mais c'est un bébé. Il faut que les chirurgiens viennent pour faire la dénudation, en fait qu'on trouve la veine. C'est un travail de chirurgien, ce n'est pas un travail de pédiatre. Donc on fait appel au service de chirurgien. Le chirurgien a l'information, mais il ne vient pas. Il ne vient pas parce qu'il a terminé son service.
Et puis, il a une clinique privée, donc il a quitté l'université, il est parti à Lemba, dans sa clinique privée. Ici, Entre-temps, il y a un malade qui attend. entre-temps, le bébé est décédé. Oh là là. Le bébé est décédé. Moi, je suis journaliste. Cette affaire me bouleverse. Vous voyez, ça me bouleverse. J'ai fait mon papier. Je fais mon papier, je termine, je viens avec à la rédaction. Je dépose, je me dis demain, si je n'ai pas un des titres à la une, vraiment, l'article n'est pas sorti. Pourquoi elle n'est pas sorti? Parce que mon rédacteur en chef a lu l'article. Il a dit non. À aucun endroit, je n'ai fait parler les chirurgiens. Vous voyez? Je ne peux pas parler les chirurgiens, à aucun endroit. Et donc, ce papier ne peut pas passer comme ça. Lui, maintenant, il appelle l'université, l'église universitaire. Il explique le fait que moi j'ai ramené. La directrice à l'époque, Madame Tozen, elle appelle le chirurgien. Les chirurgiens disent, moi je ne pouvais pas aller là-bas parce que mon chef de service ne m'a pas autorisé. On ne va pas d'un service à un autre sans autorisation. Je n'ai pas eu d'autorisation. J'attendais l'autorisation jusqu'à la fin de mon service. Un autre chirurgien devait me remplacer. Oui. À mon heure, je suis parti sans avoir reçu l'autorisation de mon chef. Et ces papiers-là, qui allaient crucifier un médecin. Mais, vous voyez, il n'a pas été publié. Très bien. Sa version arrivée, ça a équilibré Ça a maintenant. équilibré, ça a équilibré. Mais quelque part, la responsabilité vous revient aussi. Bienvenue Bafoumagne, à vous. Et en tant qu'aîné dans cette profession, vous parlez d'encadrement, on a laissé la porte ouverte à tout le monde. Mais on a l'impression que vous aussi, vous avez abandonné la chose. L'INPC n'existe presque plus. Toutes les structures d'encadrement, on n'en parle pas. Il n'y a pas de secteur sans encadrement. Moi, je mets au défi tout journaliste, tout jeune journaliste congolais, quinois, si je ne l'ai pas appelé au moins une fois pour lui faire des observations sur son travail. Ils sont nombreux. Toi-même, tu es un cas vivant. Oui, hein? mais là, ce sont des cas, des cas individuels. Bon. Je ne parle pas de l'ensemble. Bon. Moi, les journalistes de Goma, de Bukavu. Mais Oui, si vous moi, avez vendu les même structures, Goma, même les gens de Goma, moi, je passe si des coups de fil. l'INPC était cimenté, Ouais, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. je suis d'accord avec vous que l'organe, l'institution qui devrait réguler, assurer l'autorégulation, c'est l'Union nationale de la presse du Congo, qui a été dotée d'organes pour faire ce travail. Est-ce que le travail est fait jusqu'à donner satisfaction? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non non plus. Non, Est-ce que que l'UNPC... Vous venez de décrire ici Est-ce que l'UNPC a les moyens? A les moyens. A les moyens. Parce que l'UNPC, c'est une... C'est un syndicat. Oui, est-ce qu'il a dit, est-ce que nous cotisons? Il faut contraindre les gens à cotiser. Est-ce que nous achetons la carte de presse? Voilà, ce sont des petites questions. Et là aussi, on revient toujours à la responsabilité du journaliste, et j'entends comme ça. Mais vous aussi, en tant qu'aîné, vous avez échoué quelque part à encadrer cette jeunesse. Oui, en tant que... Moi, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, que moi, je n'hésite pas à appeler. Hein, je n'hésite pas. Hein, lui, France Kouzekissa, je l'appelle. Je l'engueule parfois. Hein, je le cite parce que lui... Plus de 3000 journalistes à Je le cite parce que lui ne va pas me faire des problèmes. Ou encore Yves Bouya, hein, ou Edima Izouba, moi je les appelle, Israël Moutombo, Israël Moutala, etc. Ce sont des gens pour qui j'estime qu'ils sont sur la bonne voie et que si on les encadre plus ou moins bien, ils peuvent faire ce que nous faisons. Parce que, en fait, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que des gens qui ne font pas le travail de journaliste, et ils veulent avoir la qualité de journaliste, et justement pour profiter de la noblesse de la profession, etc. Parce qu'en réalité, ils font le travail des communicants, ils font le travail des communicants politiques, en plus, et parfois même, ils font leur même auto-publicité, leur publicité à eux-mêmes, et ces gens-là, ils veulent avoir la couverture des journalistes juste pour avoir la protection en cas de problème et puis avoir la possibilité d'ouvrir des portes. Parce que journaliste, ça ouvre des portes. Et malheureusement, ça c'est aussi de notre grande responsabilité, l'accès à la profession n'est pas toujours rigoureusement encadré. Et c'est la responsabilité de l'UNPC que j'invite instamment à se réveiller et à verrouiller l'accès à la profession conformément à la loi. Parce que la loi aujourd'hui, elle est claire.
Elle est claire, vous n'avez pas été à l'université pendant 5 ans. Messieurs, soumettez-vous aux autres conditions qui sont alignées, notamment à avoir une licence. Parce on nous appelait même des quados. Parce qu'on avait même des gens qui sortaient, qui étaient quados, ils devenaient éditeurs avec une mallette et ils deviennent patrons de presse. Et des fois, ça lui réussit. Des fois, ça réussit. Parce que souvent, ça vous savez, pas la prébande, jamais par la profession. oui, elle-même. le mercenaire, Par la prébande. il n'a pas de scrupules. Il n'a pas de scrupules. Il fait le chantage. Hein, c'est ce qu'on dit, non vérification d'informations. Non. Pur chantage. Très bien. Oui, Kalingai, pas d'encadrement. Aînés, on dit, bon, tous ces aînés-là, ils ont reçu, pour eux, ils se sont retirés, ils laissent maintenant la profession brûler, Non, alors qu'un seul coup de fil peut tout réparer. Il est vrai que nous avons perdu notre capacité d'action collective. En tant que profession, nous n'avons pas développé cette masse critique nécessaire pour que... pourquoi? Parce que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils sont imbus d'eux-mêmes. Hein? Très peu sont humbles. Et les critères de réussite, vous les avez suffisamment diminués. Quand est-ce qu'un journaliste pense qu'il a réussi? Quand il a pris un selfie avec un ministre, quand il a publié un article comme ça où il a attaqué la République, les journalistes ont réduit sensiblement les critères d'évaluation de leur travail. Ils ont pensé que le manque de crédibilité n'était pas un facteur important. Ce qui fait que, qui ont combattu l'INPC? C'est vous les jeunes. Parce qu'on n'a pas trouvé des cadres très... Vous avez commencé par dire, cette affaire-là, nous pouvons aussi créer. Vous avez même créé d'autres structures. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Vous avez créé d'autres structures. Nous n'irons pas à l'INPC. Ça ne nous concerne plus. L'INPC est une institution qui a déjà une 50aine d'années. Dans une profession, quand le droit d'aînesse n'est pas respecté, quand le pouvoir de transmission n'est pas garanti, eh bien, je vous ai parlé de la fragmentation du métier. Nous n'agissons plus comme un corps. Pourquoi? Qu'est-ce qui réunit les journalistes? C'est l'adhésion à des principes. Le journaliste est un chevalier. Ça veut dire qu'il adhère à des principes supérieurs à sa propre vie et à son propre confort. Le journaliste sait que quand dans ce métier, on n'est pas là pour s'enrichir. Celui qui veut être riche, il fait le commerce. Oui. Celui qui veut être riche, le journalisme a d'autres satisfactions que la richesse. Oui. Mais à partir du moment où les jeunes ont commencé à penser que rouler en belle voiture, voyager, être vu avec les chefs ou insulter les chefs, hein, c'est ça la réussite. La popularité n'est pas de la crédibilité. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Oui, donc, la popularité n'est pas la crédibilité. On peut être populaire, mais crédible. Pas crédible. Ça, c'est vrai. À partir du moment où on peut vous connaître, mais vous n'êtes pas crédible parce qu'il faut qu'on revienne à vous quand on a un problème précis. Comme disait un comédien, Solomabé, qui n'aura pas tout. Nous avons cette difficulté-là parce que cette génération, nous avons peut-être échoué à vous tenir en main, mais vous avez échappé de nos mains pour devenir des citadelles de l'incompréhension. Les jeunes... Oh, citadelles de l'incompréhension. Bien sûr, les jeunes, d'abord vous-même, vous vous battez entre vous sans pitié. Vous avez accepté de vous vendre aux politiques sans remords. C'est une génération impertinente, hein, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont puissants. Mais ils ont réduit les critériums de réussite. Et qu'est-ce que vous envisagez en tant que gourou à faire pour récupérer la situation? Vous savez, d'ailleurs, nous discutons beaucoup. Ok. Nous discutons beaucoup entre nous. Nous avons fait le pas vers nos aînés. Nous avons fait des aînés. Nous avons fait tout, par exemple, pour rencontrer des gens comme les Kibambi Shintois, comme les Kituto Léontois, comme les Charles Dimanja Wembi, comme Moussé Mediawe, qui sont un peu plus aînés que nous. Nous avons même entouré l'autre vieux Malembe pendant tout ce temps de la fin. Nous faisons des réunions pour pouvoir parler d'abord en tant qu'aînés. Nous leur demandons qu'est-ce qu'ils nous reprochent. Nous l'avons fait, nous sommes allés vers les aînés. Mais vous ne venez pas vers nous. Parce que vous considérez que nous sommes déjà arrivés. Alors qu'on n'est nulle part.
Non, vous avez atteint un niveau. Je vous ai dit que les talents existent. Il y a des jeunes qui sont même plus forts que nous, parce que vous avez aujourd'hui un écosystème de puissance et de travail. Les journalistes, nous, on était dans une rédaction pour que votre papier soit publié. Il y a 20 personnes au-dessus de vous. Oui. Si on vous publie un quart de page, Vous êtes soyez heureux. heureux. Mais vous êtes aujourd'hui à la tête des machines de diffusion. Nous n'avons pas, Avec pas l'arrivée X. du numérique. Avec les tweets, vous existez. Vous êtes des institutions par la diffusion. Exact. Vous voyez, alors vous avez la capacité de toucher le monde. Très Toucher bien. ce monde-là avec puissance, humilité surtout. L'humilité précède la gloire. Merci beaucoup. On va prendre les derniers virages de cette émission. Parmi les principaux rôles aussi de la presse, c'est de créer un espace de dialogue. C'est-à-dire en recevant des gens de contre-sens, en leur donnant la parole, discuter autour des idées et aider à éclairer l'opinion. Et là, le pays aussi est sur la voie de ces dialogues inclusifs. Est-ce que aujourd'hui, la presse peut jouer les rôles qu'on a joué hier avec Sun City? Parce que aujourd'hui, la presse a du mal même à avoir certains invités. La plupart des gestionnaires n'acceptent pas nos invitations. Ils ne veulent pas venir discuter, répondre à des questions. Et maintenant, comment allons-nous créer cet espace de dialogue pour ouvrir les chemins à ces dialogues inclusifs qui vont arriver le moment venu? Vous savez, le monologue, c'est la meilleure manière de tuer une société. Et les dialogues doivent être permanents. Les dialogues doivent être permanents et la presse doit être cet espace de dialogue qui offre à tous les courants possibles. La République, c'est une République plurielle. Cette pluralité doit se refléter dans nos médias. Je ne pense même pas que ça doit se refléter, doit s'imposer dans nos médias. Si on veut être crédible et si on veut que la République puisse retrouver sa cohésion, si on veut que la République puisse recréer cette volonté de vivre ensemble durablement. Et c'est ici l'occasion de demander à tous les médias d'ouvrir les portes. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir toutes les portes à tous les courants. Et moi j'ai dit, mais il faut aussi fermer certaines portes. C'est-à-dire? Oui, dans les cas de notre dialogue qui est à venir là, aujourd'hui, ceux qui portent l'agenda du Rwanda, l'agresseur, n'ont pas droit à la parole. Dans notre débat interne, qu'ils attendent lorsque nous aurons une discussion avec ceux qui sont avec le Rwanda, et puis ils vont se présenter de l'autre côté de la barre avec le Rwanda. À ce moment-là, on va discuter. Mais aujourd'hui, quand nous sommes en train de mettre en place nos stratégies, notre vivre ensemble, notre capacité, nous sommes en train de réfléchir sur comment nous mettre en capacité et en position de faire face à l'agression. Dans nos lignes, on ne peut pas avoir les lieutenants de l'agresseur. Le dialogue inclusif ne va pas perdre tout son sens? Non, Les gens on ferme la porte à certains? les dialogues est inclusif entre Congolais. Oui, même les Congolais qui ont trahi, pour les faire venir autour du table. Non. Le dialogue n'est pas inclusif entre les lieutenants du Rwanda, les avocats du Rwanda Mais et ils les restent Congolais. Congolais. Ils sont supplétifs de l'armée rwandaise, mais en étant congolais. Non, ils sont à ce Ils moment-là. ont perdu la nationalité En ce congolaise. moment-là, ils ne sont pas congolais, non. Pas perdre la nationalité. J'aimerais que vous arriviez à la dimension à laquelle moi je suis en train de Allez-y, parler. parce que les gens doivent bien Ils sont congolais, mais pour autant, ils sont lieutenants du Rwanda. Et là, nous sommes en train de parler stratégie existentielle. Ils n'ont pas de place lorsque nous parlons de la stratégie existentielle. Très Ils vont poser quel problème? Parce que c'est l'agenda du Rwanda qui va. Que nous, on puisse les aider à organiser l'infiltration de notre propre pays 31 ans après. Je pense que c'est la pire chose que nous avons fait dans ce pays, hein, c'est de vouloir recréer la cohésion nationale avec des gens qui viennent avec l'agenda qui n'est pas le nôtre. Et quand ils viennent avec l'agenda qui n'est pas le nôtre, ils organisent l'infiltration. Et nous cautionnons l'infiltration voulue par l'étranger. Cette question a déjà été résolue avec la loi au niveau de l'Assemblée. Pas de mixage, pas de brassage. Ben oui, au sein de l'armée. justement. Et pas de discussions avec des gens qui viennent Alors, avec... et les avec dépassés? non, pas de discussions aussi avec des gens qui viennent avec l'agenda qui n'est pas congolais. C'est vraiment c'est la suite logique des choses. Très bien.
Willy Kaligai, aujourd'hui, l'espace qu'on doit créer aussi en tant que média, cet espace de dialogue, mais on a un problème d'invités. La plupart des gestionnaires, ils ne répondent pas à nos invitations, ils ne veulent pas la contradiction, alors que nous devons déjà ici commencer à frayer les chemins pour ce dialogue inclusif qui va... Je vous ai dit que la presse doit être crédible pour que les gens viennent librement pour discuter autour des plateaux. Qu'avons-nous fait pour que toutes les opinions se sentent protégées par notre professionnalisme? Nous devons rester professionnels afin que tous ceux qui ont quelque chose à dire, c'est dire si je vais chez lui, il n'y a pas de souci. Ma pensée va être protégée. Ici, nous sommes en présence de deux, vous savez, ceux qui ont fait la dialectique connaissent un peu, en présence de deux grandes contradictions. Une contradiction principale, une contradiction secondaire. La guerre avec le Rwanda, c'est la contradiction principale. Le Congo est en guerre, ou le Rwanda est en guerre avec le Congo. Cette contradiction principale, elle résout une seule question, je vous l'ai dit au début, la souveraineté du Congo. Maintenant, la contradiction secondaire, qui est aussi essentielle, c'est les dialogues. Le dialogue est important. Moi, je pense qu'il faut même l'organiser rapidement. Ceux qui ont le manette du pouvoir ont besoin de ce dialogue aussi, parce que ça va affiner leur propre lecture de la crise elle-même. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui sont des opposants, qui ont des choses à dire au gouvernement, c'est l'occasion de recréer une seule et unique chose. Le dialogue doit recréer l'unité et la cohésion nationale. Nous devons être d'accord que pour attaquer la contradiction principale, il nous faut résorber la contradiction secondaire, qui est la cohésion, la lecture. Avons-nous tous la même lecture sur l'enjeu du pays? Bienvenue vient de le dire. Vous ne pouvez pas être au dialogue avec un agenda étranger. Ce n'est pas possible. Mais les desiderata du Rwanda sont déjà pris en charge dans un autre dialogue qui s'est fait à Doha. Donc les ambitions du Rwanda, le Rwanda n'est pas exclu du dialogue, mais il y est dans un cadre qui ne vient pas perturber la refondation de l'unité nationale. Je pense que les choses se font avec intelligence, et si les hommes politiques sont sincères, et s'ils ne viennent pas dans ce dialogue pour un repositionnement, pour pouvoir reproduire les conditions, je vous ai dit, d'accès au pouvoir par le dialogue, s'ils viennent, parce que c'est un moyen qui a été banni. Autant on a refusé l'accès au pouvoir par les armes, on a aussi refusé l'accès au pouvoir par le dialogue. On a dit que le souverain primaire, le peuple seul, peut donner mandat à quelqu'un. Si les gens viennent et que c'est pour requalifier la gouvernance, moi je suis d'accord que le dialogue doit se tenir parce que je ne suis pas en train d'ausculter la question de gouvernance. Mais on ne peut pas, et c'est ça même, je crois, l'intérêt de tous, nous en tant que médias, nous devons déjà formuler pour nous-mêmes cette grille de lecture. Quand nous appelons quelqu'un, nous devons le soumettre aussi à cette grille de lecture. De quelle contradiction voulez-vous parler? Très bien. Alors, 1 minute, on va clôturer l'émission. Dialogue, oui, mais on a l'impression qu'on est loin d'avoir ces dialogues. Les formats posent problème. Pour certains, le dialogue ne doit pas se tenir à Kinshasa. Il faut délocaliser ces dialogues. Et pour Kinshasa, il y a certains qui ne prendront pas part à ces dialogues parce que ils ne dénoncent pas ouvertement l'agression rwandaise. Oui, moi je suis de cet avis aussi. Ici, je donne mon point de vue parce qu'on est en train de conclure. Aujourd'hui, tenir le dialogue à Kinshasa, est-ce que Moïse Katumbi serait à l'aise de venir? Est-ce que Matata Pogno serait à l'aise de venir? Je pense qu'il faut... Franck Diongo, José Makila, autant d'exilés. Bon, Franck Diongo, oui, je ne sais même pas ce qu'il a fait ici au pays pour qu'il puisse s'exiler. José Makila, c'est pareil. Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont partis. Pour quelles raisons ils sont partis, eux-mêmes le savent. Mon vieux Jacques-Claude Wemba. Oui, bon, donc, mais pour autant, c'est aussi le problème. Ceux qui ont pris les armes, les Nanga et consorts. Oui, il l'a dit, et discute déjà Doha. Ils sont pris en charge par Doha. Et le Rwanda, Kigali, qui veut s'inviter dans le débat congolais, il est pris en charge dans les cadres de Washington. Donc, leur problème est résolu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, les portes doivent être hermétiquement fermées
contre ceux qui viendraient avec l'agenda du Rwanda. Et ceux qui sont en exil, comment ils viendront? Non, c'est pourquoi je pense que le président n'a pas fermé les portes. Hein, le président, la République est souple, c'est pourquoi d'ailleurs, je crois que l'ordonnance tarde pour ces raisons-là, voir la logistique, comment ça peut se passer, qui n'est pas rassuré quand il vit à Kinshasa, est-ce qu'il faut les rassurer en étant à Lubumbashi? Hein, moi, je suis d'avis que le dialogue doit se tenir au Congo, mais pour rassurer certains, pour assurer les uns et les autres, on peut accepter un pays étranger pour abriter le dialogue, et je souhaite que ce soit un pays de la sous-région. Pour finir, ce que je peux demander, c'est que ce dialogue puisse se passer dans les cadres institutionnels, que ça soit organisé dans le respect de la Constitution. Et même, on n'a pas évoqué la question du référendum, etc. C'est l'occasion. Hein, tout à l'heure, on a dit, Willy l'a dit avec pertinence. On reviendra avec un autre plateau. Oui, juste donner avec pertinence. Hein, aujourd'hui, il y a des problèmes de gouvernance qui sont réels. Peut-être que les opposants vont venir avec de nouvelles propositions pour enrichir les débats du référendum. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mais non, ils ne veulent pas entendre parler de ça en dehors du dialogue. Mais lorsqu'on aura les débats, par exemple la question de la double nationalité, est-ce qu'il serait malvenu de débattre de cette question? Il y a beaucoup de points comme ça. Je promets aux téléspectateurs qu'on reviendra avec un autre numéro pour parler changement avec un réel plaisir. Avec un réel plaisir. Alors, Willy Kalengai, les formats de ce dialogue posent problème. Moi, ça ne pose pas problème. Le problème de logistique, à partir du moment où vous avez élaboré les grandes options, les grands hommes ne s'attaquent pas à la logistique. Vous pouvez manger dans votre salon ou dans votre chambre. Oui. Vous pouvez manger dehors. Hein? L'essentiel, c'est que vous mangez. Je vais lire un extrait d'un petit livre que j'aime bien. Ça va nous aider un tout petit peu. C'est quelqu'un... C'est l'auteur, c'est Simeon Kola Matamba. Okay. Quête de sens. La crise de sens au Congo est avant tout une crise de discours et non de signification. La grandeur de mots ne fait pas justice à la réalité des choses. Les choses ne renvoient pas aux mots. Ces mots ne sont donc qu'irruption, éruption, accident, hors de toute visée de construction, de matérialisation ou d'aboutissement. Les mots de la défaite sont quant à eux symptomatiques de la panne. Celle du moteur à produire l'essence, abîmé par les vagues du renoncement devant la hauteur des défis. C'est un tel texte très fort. Et je termine en disant, parfois les Congolais se battent par des mots. Ils pensent qu'ils se détestent parce qu'ils ont utilisé des mots haineux. Mais quand on les met ensemble, les Congolais, quelle que soit leur divergence, il y a un fil d'Ariane qui nous réunit les uns aux autres. Et le dialogue ici doit être l'occasion de renouer ces fils d'Ariane. Parce que la crise nous frappe comme nation. Elle ne nous frappe pas comme groupe d'intérêt. Ou comme opposition. Comme opposition majorité. C'est comme nation. Donc, si le chef de l'État peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour donner aux Congolais l'occasion de renouer ces fils d'Ariane, je l'ai vécu à Sun City, je l'ai vécu à Stanford, je l'ai vécu à Addis Abeba. Les Congolais, quand ils sont entre eux, ils ont honte de s'être opposés les uns aux autres. Parce qu'ils disent souvent la même chose, mais par des mots haineux, contradictoires. Merci beaucoup. Je rappelle que le week-end passé, c'était le mariage du président de l'IMDC Kinshasa. Un mot quand même à ces nouveaux mariés. Oh là là. Oui, mais c'est la presse ici. Non, je crois que Jean-Marie Kassamba est passé dans mon émission. Il a dit qu'il avait atteint l'âge où il devait organiser l'ensemble de ses participations. Sa vie privée et sa vie professionnelle faisaient maintenant un. Il a choisi de transmettre à ses enfants l'image d'un père qui réunit tous ses enfants. Mais là aussi, par ce mariage, décidé d'honorer la femme avec laquelle il a passé déjà 15 ans et qui a manifesté une patience à toute épreuve. Voilà. Et c'était magnifique parce que nous sommes tous appelés à nous organiser.
n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Un mot, oui, président de malheureusement, l'ILPC Kinshasa. oui, malheureusement, je n'étais pas de la partie parce que je n'étais pas à Kinshasa. Même Moi- si moi aussi. j'avais reçu mon pagne des obligations professionnelles et familiales, avait fait en sorte que je ne sois pas à Kinshasa. Mais j'ai été voir Jean-Marie pour le féliciter. Et ce que Willy vient de dire, ce sont des mots très forts. Hein, nous devons tous, à un certain âge, on doit s'organiser. Et à un certain âge, on doit donner l'image, l'image des leadership, non seulement public, mais aussi des familial. leadership familial. Hein, on doit donner cette image positive. Et je pense que Jean-Marie, il méritait bien ce mariage. Il le Merci. méritait bien. Merci beaucoup. Heureux mariage à Jean-Marie Kassamba. Bon ménage, mais aussi, ça sera désormais un peu rassemblé. On va voir les Marocains, les Américains seront aujourd'hui autour Ça, de c'est leur lui, père. ça. Ils seront ensemble. Alors, suivez-nous sur Canal Plus 585 Molière Télévision. 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Lubumbashi, Kolwezi, BlueSat Molière Télévision, Kolwezi, BlueSat Molière Télévision de Lubumbashi, Canal Plus Mobile, mais aussi sur Vodacom Télévision. Suivez-nous sur TNT, le canal C69. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. Au revoir.